Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une dominante anglais, et puis après, il y a une bascule vers le français de plus en plus? En fait, j'écoutais beaucoup de musique en anglais. Je me suis formé comme ça, en fait, en découvrant des radios indés, des trucs, et en même temps, je me faisais ma culture livre avec la Beat Generation, Kerouac, tout ça, le cinéma américain, toute une culture très américaine, des westerns et tout ça qui me fascinait. Donc j'ai commencé à faire des chansons en anglais parce que c'était la couleur qui m'attirait. Et puis j'ai fait une première tournée avec le groupe, et finalement, le message ou le non-message ne passait pas, parce que si le texte chanté en anglais était un instrument. Donc c'était déjà bien que ce soit un instrument. Et à un moment donné, j'ai eu envie du risque du sens. J'ai eu cette excitation. C'est aussi passé par une reprise, notamment de Jacques Dutronc. On reprenait Fais pas ci, fais pas ça sur scène. Et là, j'ai eu les premiers plaisirs à chanter en français. Ça a été un très bon exercice pour moi parce que vraiment, c'est pas les mêmes matières. C'est-à-dire que l'anglais, il a un côté avec la diphtongue, c'est un chewing-gum. C'est comme si c'était de la pâte à modeler, l'anglais. Il y a un qui fait qu'on peut glisser. Vous savez, comme un instrument, il y a les guitares, il y a des frettes, tung, 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 il y a le violon. L'anglais, il est... On peut faire ça. Le français, c'est du bois. Le français, il faut être un sculpteur. Le français, tu ne vas pas le mélanger, le machin. C'est une langue qui est plus dure. Elle n'est pas abrasive comme peut l'être par exemple l'allemand. Elle peut être extrêmement douce. Elle est très très belle. Mais à mettre dans le rock'n'roll, il faut la tailler quoi, comme du bois. Et en fait, ça m'a excité, comme m'a excité aussi le fait, évidemment, c'était un petit peu concomitant avec cette découverte de Brel, enfin cette confirmation de découverte de Brel, et aussi de découvrir des chanteurs acoustiques, très folk, qui me touchaient autant que des gens j'adorais toujours autant Iggy Pop qui se roulait par terre et qui se mettait du beurre de cacahuète en marchant sur les gens, et en même temps je m'enamourais complètement de Leonard Cohen. Et en fait cette dualité de mise à nu a commencé vraiment je me suis dit, si je continue juste à me rouler par terre et à chanter dans un téléphone en disto en anglais, en fait je suis qu'une partie de moi-même. Je suis en train de tricher. Donc il faut que je reprenne le risque. Et l'excitation du français, elle est venue comme ça, avec une première chanson qui s'appelle Ciel en sauce, et qu'on a mis sur notre deuxième disque, et qui a été un plaisir fou justement de faire ce mélange improbable entre la chanson un petit peu surréaliste, qui finalement dans le ton n'était pas si éloigné de ce que je faisais, de ce qu'on faisait avec le groupe en anglais, mais qui prenait le risque du sens. Qu'est-ce qui a fait que vous avez aimé les mots ? Est-ce que c'est par la musique ou est-ce que c'est par un roman ou une œuvre littéraire ? En fait, ça a été vraiment... c'est la musique, moi, qui m'a amené à tout ça. Parce que quand j'étais petit, c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que je me suis engagé pas mal contre l'illettrisme. J'avais besoin de me dépenser beaucoup. Donc, c'était le foot et le tennis. Et les livres, apprendre des poésies par cœur, tout ça. McEnroe à fond. C'était pas trop mon truc. Et en fait, c'est avec l'adolescence et le fait de découvrir des groupes. Et en fait, du coup, de m'intéresser au texte. Par exemple, Nirvana qui reprenait Led Belly, un vieux bluesman du Mississippi, ou qui reprenait Bowie. Et en fait, j'ai remonté un arbre généalogique qui m'a amené au Velvet Underground, à Tom Waits. Du coup, Tom Waits, au blues du Mississippi, le bebop, la Beat Generation, Kerouac, donc des livres. Donc tout un pan de la littérature américaine. Dont après, ça se recollait, parce que des mecs comme Brotigan, dont moi je suis extrêmement fan... ces couvertures avaient été faites par Crumb, qui fait de la BD. Puis Crumb, il faisait aussi les couvertures du Jefferson Airplane. Donc il y a tout en fait une connexion, parce que pour moi, c'est la culture, c'est le goût de raconter des histoires. Et pour moi, il n'y a pas de hiérarchie. Tout ça est un véhicule passionnant pour pouvoir raconter des histoires. Et moi, humblement, quand j'ai le privilège de les utiliser, j'y vais à fond, parce que je me régale, tout simplement. C'est encore comme la première question tout à l'heure, c'est la question du désir, en fait. Est-ce que quand tu écris tes livres, tu as de la musique en tête? Parce que souvent les écrivains écrivent avec une musique non parlée, la musique classique, etc. Est-ce que toi tu as les mots dansent? Est-ce que les mots chantent au moment où tu les mets sur le papier? Moi j'ai une déformation professionnelle qui vient de la chanson. Parce que moi j'ai commencé à raconter des histoires avant tout avec la chanson. Et la première question, je me souviens qu'on m'a posée quand j'ai sorti mon premier roman: alors, il abandonne la chanson pour le livre? Mais pas du tout. Au contraire, peut-être que j'aurais jamais écrit de livre si j'avais pas écrit de chanson. Moi, je me prends ni pour un écrivain, ni pour un chanteur, ni pour un cinéaste. Encore une fois, c'est l'être humain. Quand je commence à imaginer un personnage, même si je suis pas forcément certain d'en faire un film, j'aime bien imaginer son thème. Parce que je suis un passionné de western, et je trouve que ça marque tellement un personnage. Une musique, c'est un parfum. Et j'aime bien imaginer
soit le thème, soit que même un personnage, si je m'en sers pas, ça me fait des banques de données de la musique qu'un personnage pourrait écouter. Ça me plaît beaucoup ça, mais aussi parce que je viens de la chanson peut-être. Mais je me mets pas, il n'y a pas de rite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, je n'écris jamais en musique, j'écoute tel genre de musique, c'est au tout venant. Je sais que par exemple, la mécanique du cœur, j'écoutais beaucoup Bad for Lashes à l'époque et Dominica, je m'en souviens. C'est comme un parfum, on se souvient d'un parfum d'une époque, une musique, elle revient comme ça. Et ça, c'est le pouvoir unique de la chanson, de la musique, mais particulièrement de la chanson, quand on se rappelle aussi un bout de texte. Et qu'est-ce qui vous motive pour commencer une création? Et en deuxième point, qu'est-ce qui vous fait arrêter une œuvre quand vous la créez? À quel moment vous dites, ça y est, je finis, n'y touche c'est plus. prêt. Ouais. Point final. Comment ça commence? Ça commence toujours par du désir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va me plaire. Par exemple, là, pour l'histoire que j'écris en ce moment, c'est la crue de 2016. La crue de 2016 de la Seine, je trouvais ça complètement magique. Et ce que j'ai trouvé encore plus magique, c'était la décrue. Il y avait un peu des poissons morts, des objets bizarres. Je me suis dit, ça serait génial qu'on trouve qu'il y a un personnage qui trouve une sirène. Et je me suis dit, ça serait marrant que ça soit un mec qui a eu le cœur complètement brisé. Il pense qu'il ne se tombera plus jamais amoureux. Et le mec, il va tomber sur ce qui peut lui arriver de pire et de mieux. Il tombe sur une sirène. Et elle lui dit, mais par contre, il faut me ramener à l'eau très vite parce que je vais vous tuer. Lui, il dit, non, mais moi, je suis immunisé par rapport aux sentiments amoureux, ça craint rien du tout. Et ça, c'est le point de départ qui m'excite. Encore une fois, c'est quelque part un conte, mais c'est la question de jusqu'où on va en amour, du rapport à la différence. Donc, je vais faire les chansons. Donc, je fais les chansons. Après, du coup, je me dis, j'ai envie d'écrire l'histoire. Donc, le scénario, les images, et tout ça part en vrille, comme ça. Et voilà, après, des fois, j'y passe 10 ans. C'est ce qui s'est passé avec la mécanique du cœur. Tout ça est un travail d'équipe. Évidemment, avec le groupe, il y a l'équipe, le groupe, et puis il y a des gens autour, il y a des gens qui vont mixer l'album, il y a des maisons de disques, il y a des tourneurs, il y a tout un entourage qui donne aussi son avis. Donc ça s'arrête souvent avec la consultation. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un cercle qui est moins ouvert sur le livre, parce que c'est plus un seul à seul avec l'éditrice, par exemple. Donc il n'y a pas vraiment de règles, c'est vraiment une sensation. Il faut savoir lâcher en fait, par moment. Il faut savoir lâcher. Moi, j'ai dû apprendre énormément là-dessus. Mais c'est un rapport aussi à la confiance et à l'humilité, mine de rien. Parce que si on a trop confiance, c'est une catastrophe. Si on doute trop, c'est un peu un excès d'orgueil. De toujours douter, de toujours vouloir recommencer. C'est une zone de confort aussi. Il ne faut jamais être dans sa propre recette. Jamais, 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 jamais. C'est ce qui permet, en tout cas pour moi, de fonctionner et d'arrêter, à un moment donné, le processus créatif. Parce que sinon, comme je le disais tout à l'heure pour le journal, on peut toujours recommencer. Et le pire, c'est le livre. Avec la plume, tu fais le rythme, la mélodie, les nuages, tu fais tout ce que tu veux jusqu'au dernier moment. Donc ça peut rendre fou, parce que tu es complètement démiurge du truc. Donc ça peut te mettre un melon terrible sur ta propre histoire. Et il faut tout le temps que tu te raccroches à la terre, sinon tu es cuit. Tu vas être que dans ta propre bulle et tu vas jamais terminer. Et bien s'entourer, c'est très important de pouvoir ne pas être d'accord avec des gens de confiance.